Bonjour à toutes et bonjour à tous. Soyez les bienvenus à ce webinaire. Je me permets de sourire parce que dans le petit compte à rebours, avant l'enregistrement, il y a marqué regardez bien vos cheveux, ce que j'ai fait. Et donc, toujours bon de pouvoir commencer un webinaire avec le sourire. Soyez les bienvenus. On va laisser quelques secondes pour que tout le monde puisse nous rejoindre. Je vous invite pendant ces quelques secondes à utiliser la boîte de chat pour vous présenter à l'ensemble des participants. Mais si vous souhaitez poser des questions, et je vous invite vivement pendant ce webinaire, cette visioconférence, à poser vos questions, à faire vos retours d'expérience, utilisez l'espace dédié à cela qui porte bien son nom, qui s'appelle questions. Voilà, donc la boîte de chat pour se présenter et l'espace des questions pour poser des questions. On va attendre les derniers retardataires avant de pouvoir commencer. Mais sachez tout de suite, dès maintenant, que je suis très heureux d'être là avec vous ce matin pour pouvoir échanger sur ce sujet qui nous est cher au sein de Parlons RH et qui m'est personnellement aussi très important, qui est la fonction RH, ses missions, son rôle, son contexte aussi d'action. On attend quelques secondes et puis on va commencer. Je ne sais pas si je vais réussir à nommer tous les participants, mais bonjour Marie-Ève, bonjour Jana, bonjour Fanny, bonjour Aude, bonjour Anne-Laure, bonjour Sabrina, bonjour Nadège, bonjour Anthony, bonjour Julien, bonjour Emmanuel, bonjour Agnès, bonjour Valérie encore une fois, bonjour Sandrine, bonjour Sabine, bonjour Céline, bonjour Valérie encore, bonjour Sandra, bonjour Ferrat, bonjour Loïc, bonjour Henri-Loïc, bonjour Guillaume, bonjour Cyril, bonjour Katia, bonjour Caroline, bonjour Stéphanie, bonjour Gisèle, bonjour Siem, bonjour Isabelle, et j'ai perdu le fil, bonjour Romain, bonjour Charlotte, bonjour Laure, bonjour Françoise, bonjour Elodie, bonjour Anaïs, et j'ai pas fini, désolé pour ceux qui n'aient pas pu citer, ce que je vous propose c'est de commencer, il est 10h02, donc je vous le disais, je suis ravi d'être là avec vous, n'hésitez pas à poser vos questions et à interrompre mon propos pour faire votre retour d'expérience. Ça ne se veut pas une conférence universitaire académique descendante, bien au contraire. On va essayer d'être dans l'échange et pourquoi pas, peut-être que techniquement, on peut aussi essayer de vous donner la parole, pas uniquement dans la boîte de questions et dans le chat, mais aussi techniquement pour qu'on puisse avoir un retour image. Livestorm nous permet cela, un retour image et un retour son pour ceux qui le souhaitent. Voilà, l'objet de ce webinaire est de s'appuyer sur un ouvrage qui est sorti, que j'ai rédigé et qui est sorti en avril 2020, DRH, mission ou démission. Mais le sous-titre est évidemment presque plus important que le titre. Le titre est volontairement un petit peu accrocheur. 3 pistes d'action à l'heure du choix aux éditions Diateino. Mon propos se déroulera en trois parties. Une partie contexte sur les 3 vents contraires de la fonction RH, dans quel contexte les entreprises et la fonction RH se situent, pas uniquement post-Covid, on va le voir. Deuxième temps, peut-être un petit peu plus court sur quel positionnement, quelles sont les missions, le rôle de la fonction RH. On jouera sur l'R entre le D et le H de DRH, savoir si c'est le R du risque, de la ressource, de la richesse ou de la relation, voire de la responsabilité. Et puis peut-être le plus important, l'action, c'est de se dire au regard de ce contexte et des missions qu'on peut octroyer à la fonction RH ou qu'on souhaite pouvoir jouer, quelles sont les grandes actions possibles. Voilà le sommaire de ce webinaire. Mais encore une fois, n'hésitez pas à m'interrompre et à poser vos questions. On peut orienter aussi les échanges en fonction de vos attentes et de vos souhaits de discussion. Je précise juste que je suis Thomas Chardin, j'aurais dû commencer par là, toutes mes excuses. Je suis dirigeant fondateur de Parlons RH. Je fais 30 secondes de prosélytisme, mais c'est plus pour que vous sachiez à qui vous avez affaire. Parlons RH est une agence de marketing éditorial et digital dédiée à l'écosystème des ressources humaines et du management. Nous existons depuis 10 ans. On a en fait 5 expertises qui sont listées chacune avec un petit logo différent. On est spécialiste du content marketing RH, c'est-à-dire qu'on produit du contenu pour le compte de DRH, comme des sites carrières, ou pour le compte d'acteurs, de professionnels RH, c'est-à-dire de prestataires RH. On
On fait des livres blancs, on anime des blogs. Je vous invite d'ailleurs à aller voir le site de Mazars qu'on vient de sortir lundi dernier, qui s'appelle New Film Generation, qui adresse les jeunes générations. Première expertise de content marketing. La deuxième, de social media, où on anime, on coach, on diagnostique, on forme sur cette thématique social media en RH. Donc, on a une équipe, un pôle d'expertise dédié au social media et au community management. On fait aussi du conseil en marque employeur et plus généralement en marketing RH, y compris l'expérience collaborateur. C'est bien du conseil en marketing, pas uniquement du conseil en communication. On aura peut-être l'occasion d'en parler. Le marketing comprend la communication. Enfin, je ne veux pas ouvrir une guerre entre marketing et communication, mais il ne s'agit pas uniquement d'améliorer la vitrine, il s'agit aussi et surtout d'abord d'améliorer les produits qui sont délivrés par la boutique, si je file la métaphore. Enfin, on est aussi un média, quatrième expertise, un média pour les professionnels RH, totalement gratuit, qui propose des webinars, des tribunes, des infographies, à partir de janvier, des podcasts, et puis un petit peu plus tard, en 2022, des vidéos, des événements aussi, comme des événements digitaux, comme 24 heures RH, qui sont des 10 conférences, 2 visioconférences sur une thématique bien précise, ou des événements en présentiel, comme RH en scène. Et enfin, on a une activité de lead gen, tant pour les DRH, de génération de leads, on utilise volontairement un terme marketing, c'est-à-dire de génération de contacts pour avoir des candidats, le sourcing, et puis aussi le sourcing du côté prestataire. Voilà, c'en est fini pour Parlons RH. Si ce sujet vous intéresse, après la conférence, restons calés sur notre sujet, qui est DRH, mission ou démission, et comment faire en sorte pour que la DRH soit moderne et rayonnante. Alors d'abord, un élément de contexte sur les 3 vents contraires de la fonction RH. Et avant de rentrer dans ces 3 vents contraires, je voudrais juste enfoncer 2-3 portes ouvertes, mais j'ai l'impression que parfois on a tendance un peu à les oublier. On est d'abord dans une économie, alors digitalisée, je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui nous écoute qui n'a pas de smartphone par exemple, pourquoi pas, qu'il n'hésite pas à le mettre dans la boîte de chat. On est dans une économie donc digitalisée, on s'en est bien rendu compte là, pendant la crise, et dans une économie totalement tertiarisée, ou en voie de tertiarisation, pas totalement. Aujourd'hui, 9 Français sur 10 sont présents sur Internet, selon une étude du CREDOC pour l'ARCEP de 2021. 83% de la population se connecte tous les jours, 83% tous les jours, et 84% ont un smartphone. Ce n'est pas 100%, mais ce qui est intéressant, c'est que c'était 77% en 2020. Donc, on est bien dans une économie en voie de digitalisation accélérée. Je ne rentre pas plus dans le détail. Sur la partie tertiarisation, aujourd'hui, n'oublions pas que 76% des salariés en France travaillent dans le secteur tertiaire. 76%. Le nombre d'agriculteurs a été divisé par 4 en 40 ans. La valeur ajoutée de l'agriculture, dont la valeur ajoutée nationale était de 18% en 1940, elle est aujourd'hui de 1,5%. Dans une économie tertiaire, qu'est-ce qui est l'élément majeur de différenciation d'une entreprise par rapport à l'autre? Eh bien, ce sont les femmes et les hommes qui composent l'entreprise, de leur envie d'avoir envie, comme dirait Johnny, de leur capacité à s'adapter, de leur capacité même à être engagés, ça on l'a bien vu pendant la crise. C'est de ça dont dépend le devenir des organisations. Enfin, l'humain devient stratégique. Le capital essentiel de l'entreprise n'est plus uniquement le capital financier, n'est plus uniquement le capital industriel, ni le capital client, c'est enfin le capital humain. Ça s'est fait dans des délais assez courts, mais c'est un constat très factuel. Ce sont bien les femmes et les hommes qui composent l'entreprise qui entraînent son avenir. Il y a une fonction qui est en charge d'identifier ce potentiel humain, de le faire fructifier, de le développer. C'est la fonction RH. On pourrait se dire, tiens, enfin, la fonction RH devient stratégique parce que son objet devient stratégique. Ça, c'est les éléments de contexte. Une économie digitalisée, une économie tertiarisée, si vous le souhaitez, on pourra y revenir. Alors, j'essaye en même temps d'animer les slides. Désolé si ça vous donne des stop and go trop prononcés. Le premier de ces vents contraires, c'est ce que je qualifie, ce que d'autres qualifient de guerre des talents, qu'on résume souvent trop à la problématique de recrutement. Alors oui, il y a des vraies problématiques de recrutement. Je vous ai mis sur la droite un chiffre, 52% des entreprises connaissent des difficultés de recrutement. On a tendance sur le sujet à voir un peu midi à sa porte, c'est-à-dire à croire que les métiers que compose l'entreprise sont uniquement ceux-là en tension.
J'ai ici la liste des 100 métiers pénuriques selon Pôle emploi. Je ne vous fais pas la liste des 100, mais juste les 10 premiers ou rapidement. Le premier, ce sont les aides à domicile. Après, ce sont les agents d'entretien, les ingénieurs et cadres, évidemment, de la R&D, de l'informatique, les aides-soignants, conducteurs routiers, les employés polyvalents de la restauration. Ça va être un peu crescendo en termes de difficultés. Les serveurs de café-restaurants, ça aussi, les attachés commerciaux et enfin les ouvriers non qualifiés de l'emballage. Et enfin les employés de maison pour être jusqu'au 10e. Vous voyez, ça ne concerne pas que les commerciaux et les ingénieurs dans l'IT, donc ça concerne tous les métiers. Et si vous êtes à même de chercher des chaudronniers, des soudeurs, des charpentiers, je vous souhaite bien du courage parce qu'il n'y en a pas. En fait, les tensions sur le marché de l'emploi sont généralisées. On a beau connaître un chômage de masse, et on peut se féliciter ou se satisfaire qu'il diminue, mais on connaît un chômage de masse et des problématiques de masse à recruter. Ça peut paraître paradoxal, il n'y a pas de jugement de valeur de ma part, je constate juste que ça concerne tous les métiers, toutes les entreprises, tous les secteurs d'activité, tous les territoires. Il y a des bassins d'emploi qui sont plus ou moins sinistrés, à part des grandes agglomérations comme Paris et Lyon, tout le reste est quand même dans des difficultés très prononcées liées au territoire, liées au métier, etc. 52% des entreprises connaissent des difficultés de recrutement. Alors, ce qui est intéressant, ce n'est pas uniquement ce chiffre qui dépasse donc la majorité, c'est de se dire, tiens, en 2016, c'était combien? En 2016, c'était 32%. En 2017, c'était 37%. En 2018, c'était 44%. En 2019, c'était 50,1%. Passer la barrière symbolique. Et en 2020, 52%. Les difficultés de recrutement sont donc crescendo. Et ça, il n'y a aucune raison que ça s'arrête là. Ce n'est pas nouveau, ce n'est pas la crise qui a généré ça. La crise a mis en exergue certaines difficultés sectorielles particulières, a créé certaines tensions sur les emplois saisonniers, sur les cafés, hôtels, restaurants, dans le sanitaire évidemment. Mais en fait, c'est très généralisé. Alors, le fait de savoir que vous n'êtes pas les seuls à avoir ce problème-là ne vous aide pas à trouver des solutions, on va y venir. Mais en fait, c'est pour vous dire que c'est aussi ce qui explique l'utilisation d'un terme belliqueux, un peu dur. Heureusement, ce n'est pas la guerre en France, au sens premier du terme, mais il y a extrêmement de tension. Le fait que tout le monde cherche sur un gâteau qui se réduit accroît évidemment les difficultés. Le recrutement est la première bataille en fait de cette guerre des talents. Ce n'est pas l'ensemble de cette problématique, loin de là. Si vous gagnez cette bataille, ce que je vous souhaite, vous avez une deuxième bataille qui est un petit peu plus lancinante, un petit peu moins visible, qui est la bataille de la fidélisation. Le turnover a doublé en 20 ans en France. A-t-on pour autant doublé les moyens de mettre sous contrôle ce turnover et de le réduire? D'ailleurs, vous avez certainement, si vous êtes professionnel des ressources humaines, des objectifs de recrutement 2022, par département, par métier. Est-ce que vous avez des objectifs de turnover par département, par métier? Qui porte la responsabilité du turnover? Quel est le budget que vous octroyez au turnover? Souvent, le turnover et la fidélisation est le parent pauvre, pour ne pas dire être totalement inexistant, dans les dynamiques d'action, des grands plans d'action de la fonction RH. Pas les problématiques de recrutement, c'est un autre sujet, mais c'est souvent le fruit d'un certain nombre de silotages et d'une fonction RH partagée. On va y revenir un tout petit peu après. Donc cette problématique de fidélisation, elle est très forte. En fait, on a un modèle RH qui est pas loin parfois du tonneau des Danaïdes, c'est-à-dire que l'eau du bain des talents se vide plus vite qu'elle n'arrive, mais on est en train de jouer uniquement sur le robinet d'arrivée en souhaitant augmenter les moyens du recrutement. Le premier levier d'amélioration de la performance du recrutement, c'est la fidélisation. Ça, c'est la deuxième bataille, je vous souhaite aussi de la gagner. Il y en a une troisième, qui est celle de l'engagement. Les problématiques d'engagement, alors qui se traduisent par du désengagement moral, c'est-à-dire je suis là, mais en fait je suis pas là, je m'en fous. Et puis par du désengagement physique, qui lui l'absentéisme, hein, qui se comptabilise beaucoup plus simplement. Alors là, j'ai noté 19 jours d'absence. Il se trouve que hier, l'enquête Malakoff Humanis est sortie et on est passé à 21 jours d'absence. En fait, on n'est plus malade en 2017 qu'en 2016, en 2018 qu'en 2017, en 2019 qu'en 2018, en 2020 qu'en 2019. Et je m'arrête là à cause de la crise qui perturbe un peu les chiffres. On n'est pas loin d'un mois d'absence en moyenne par an et par salarié. Et ça continue de monter. Coût pour la société, 3 500 € par an par salarié, en moyenne, selon l'Institut Sapiens. L'ensemble de ces trois batailles-là, ce sont des éléments de contexte, représente un coût pour l'entreprise de 14 310 € par an par salarié, 14 310 € par an par salarié.
Selon Mozart Consulting et Apicil, qui suivent un indice de bien-être au travail, l'IBET, qui fait référence évidemment à l'EBIT, qui suivent chaque année cette évolution. Alors, il y a Sabrina qui pose la question. Utilisez la boîte de questions, sinon je ne peux pas être sur la boîte de chat et la boîte de questions en même temps. Sabrina pose la question. Le turnover n'est-il pas lié au changement de génération qui sont de moins en moins attachés à l'entreprise, au CDI? Alors, je vais essayer d'être très rapide, Sabrina, sur ce point-là, qui est un sujet extrêmement intéressant, qui sont les attentes des nouvelles générations. En fait, je ne crois pas du tout que la date de naissance, puisque c'est comme ça qu'on qualifie une génération, la date de naissance conditionne notre attente vis-à-vis de l'entreprise, vis-à-vis des évolutions du travail. Et d'ailleurs, toutes les études transgénérationnelles montrent que, grosso modo, si vous êtes diplômé d'HEC et que vous avez 50 ans, vous avez les mêmes attentes qu'un diplômé d'HEC de 40 ans, qui a les mêmes attentes qu'un diplômé d'HEC de 30 ans, qui a les mêmes attentes, grosso modo, à 1 ou 2 pourcentages près, c'est ça dont je parle, qui a les mêmes attentes d'un primo-accédant à l'emploi qui a fait HEC. En fait, le vrai critère de définition d'un ensemble homogène d'attentes n'est pas l'âge, c'est soit le diplôme, soit la catégorie sociale. Et ça, en revanche, il y a des ensembles déterminants très précis qui permettent de dire, bah oui, effectivement, quand on est diplômé d'une école de commerce de catégorie A, on n'a pas les mêmes attentes qu'un non-diplômé. Je rappelle juste qu'aujourd'hui en France, les jeunes là, aujourd'hui en 2021, en décembre 2021, les jeunes qui arrivent sur le marché de l'emploi, il y en a plus qui ne sont pas diplômés, c'est-à-dire qui ont 0 diplôme, le CAP ou le BEP. Désolé pour ceux qui ont le CAP et le BEP, je les mets dans les non-diplômés, 24%, versus ceux qui ont un diplôme d'école d'ingénieur, d'école de commerce ou d'un master 2, 21%. Je pense que les attentes des 21%, ceux qui ont l'opportunité d'être opportunistes, ne sont pas du tout les mêmes que ceux qui n'ont pas de diplôme. Il y en a, ils cherchent, si possible, une petite mission d'intérim. Je suis un peu réducteur dans mon propos. Je ne crois absolument pas aux attentes. Les attentes des nouvelles générations ont évidemment évolué. Un jeune qui arrive sur le marché de l'emploi aujourd'hui n'a pas les mêmes attentes que moi il y a 25 ans. Et tant mieux, c'est le monde qui a évolué. Et d'ailleurs, moi, je n'ai pas les mêmes attentes que, je dirais, mon père à la même époque. C'est le monde qui a évolué, les attentes transgénérationnelles évoluent. Je crois que le fait de s'abriter derrière une génération n'est pas la bonne approche, même si, encore une fois, les choses ont bien évolué. Et pour vous donner un chiffre, les jeunes primo-accédants à l'emploi, 46%, pour rejoindre le propos sur la fidélisation, 46% des jeunes primo-accédants à l'emploi, selon l'Observatoire du premier emploi délivré pour My Job Glasses, ne restent pas la première année dans leur premier emploi. 46%. On devrait passer les 50%, c'est-à-dire qu'un jeune sur deux ne reste pas la première année en emploi, ce qui est, à mon avis, catastrophique. Ça montre notre incapacité à générer de l'envie et l'envie d'y rester. C'est un autre sujet. Non, le coût de 14 310, c'est Aurélie qui pose la question. Le coût de 14 310 €, c'est bien le coût de l'engagement, du désengagement, de la fidélisation et de l'attractivité. Le coût de l'absentéisme, c'est 3 500 € par an par salarié, selon l'Institut Sapiens. Dans la présentation qui est faite ici, que vous pourrez télécharger, je vous mets toutes les références de ces différents chiffres et études. Sauf là, j'ai cité, c'était 21 jours d'absence, donc on est passé de 19 jours à 21 jours d'absence. Je vais aller un petit peu plus vite, il nous reste, je crois que c'est 1 heure, donc il nous reste 40 minutes, et je voudrais qu'on puisse évidemment échanger sur les pistes d'action, et puis échanger sur vos différentes questions. N'hésitez pas, comme vous l'avez pu le faire, à poser vos questions, et j'essaierai d'y répondre dans la mesure du possible. Et je vous invite aussi à y répondre à vos propres questions dans une dynamique collaborative. La première guerre, donc, c'est la guerre des talents, avec 3 batailles: bataille de l'attractivité, bataille de la fidélisation et bataille de l'engagement. Il y a une deuxième guerre, ne l'oublions pas, c'est la guerre de l'attention. Alors, je mets la nouvelle donne. La nouvelle donne, elle n'est pas franchement nouvelle, puisque la première face, un peu obscure d'ailleurs, de la guerre de l'attention, c'est le célèbre temps de cerveau disponible. Tout à chacun, vous et moi, on a un temps de cerveau disponible limité, et dans un monde d'infobésité, ça devient compliqué de capter notre attention. Pour un candidat aussi. Les marques, les femmes et les hommes politiques, les réseaux sociaux, les médias,
notamment les marques en période de Noël, cherchent tous à capter notre attention. Si vous avez des postes à pourvoir en période de Noël, ça va être compliqué. Donc, il faut juste prendre en compte ce nouveau paradigme de l'échange qui ne date pas d'aujourd'hui. En fait, ça ne date pas de 2020 ou de 2021. Hein. Ça fait déjà une bonne vingtaine d'années que c'est là. Il faut prendre en compte ce paradigme de l'échange pour adapter ces dispositifs et faire en sorte que la fonction RH appréhende les techniques, les postures nécessaires à cette guerre de l'attention. La fonction RH ne sera jamais une régie publicitaire. Je l'espère en tout cas. En revanche, ça serait bien qu'elle soit intéressante pour les candidats et pas intéressée par elle. Une offre d'emploi ne permet pas à une personne de candidater. Avoir sur un site carrière, nous rejoindre et que les offres d'emploi ne répond pas à ce nouveau paradigme de l'échange. Qu'est-ce que je propose en termes d'expérience de travail? Pourquoi un candidat aurait intérêt à me rejoindre? Il y a 3 semaines, je voyais une blagounette en dessin, un dessin humoristique, où on voyait un recruteur face à un candidat et le candidat posait la question quelles sont vos qualités et vos défauts, vos 3 qualités et vos 3 défauts. Donc on a aussi un inversement d'une forme de rapport de force qui est aussi le fruit de cette accessibilité à l'information de la part des candidats. Je focalise là mon propos sur les candidats, mais il y aurait la même réflexion évidemment sur la partie manager et collaborateur. Alors, il y a la question de Mathias. Ce nouveau paradigme, justement, la fonction RH ne devrait pas-t-elle s'ouvrir à des critères plus internes pour favoriser l'application du candidat? Tout à fait. Oui, là, je le restreignais un petit peu à la partie candidat. En fait, on est très intéressé aussi par, on va dire, la force productive, l'engagement, la fidélisation, la fidélité des collaborateurs. Mais que lui propose-t-on d'intéressant? Donc, il faut juste inverser, à mon avis, ce rapport de force. Nathalie pose la question suivante. Est-ce que les formations RH ne devraient pas intégrer l'acquisition de techniques marketing pour mieux gérer ces questions de l'attention? Quand on parle d'expérience collaborateur, on a beaucoup à apprendre. Oui, en fait, on va y venir un petit peu juste après, Nathalie. J'espère que je ne vais pas oublier ta question. Je me permets de te tutoyer parce qu'on se connaît. Je pense qu'effectivement, les cursus RH, les formations RH, quelles qu'elles soient, initiales ou continues, ont un rôle très important à jouer dans le fait de faire en sorte que l'entreprise et la fonction RH résonnent mieux avec son temps. Il y a une forme de déconnexion. Là, je parle du temps de cerveau disponible. Juste avant, je parlais de l'attractivité, de la fidélisation et de l'engagement. Le monde a changé très rapidement et je pense que l'entreprise et la fonction RH ne s'est pas assez adaptée à ce monde-là. Je passe vite pour qu'on puisse, sur les trois éléments de contexte, pour arriver sur les pistes d'action en passant par les différentes missions de la fonction RH. Donc, la guerre de l'attention, c'est ce temps de cerveau disponible qu'il faut pouvoir capter avec des outils et des méthodes qui ne sont pas de la manipulation, ni des paillettes, ni de cosmétiques. C'est juste le monde qui est comme ça. Il y a un autre versant que je trouve évidemment beaucoup plus positif, qui d'ailleurs pourrait être une forme de réponse systémique, globale, de posture à l'enjeu de guerre des talents, c'est la société du care, ce que Cynthia Fleury appelle la société du care. Je vous ai fait un petit lien sur une vidéo YouTube. C'est la société du prendre soin, c'est la société de l'écoute active de l'autre, la société de la culture de l'empathie. Cet aspect-là a germé, est apparu très fortement pendant la crise, me semble-t-il. J'ai rencontré beaucoup de DRH qui avaient retrouvé un peu le sens originel de la fonction, celui de prendre soin de l'autre et d'être aussi, pas uniquement dans l'écoute, ce que les DRH font très bien, mais dans la traduction de cette écoute en action. Un tel a des problématiques pour se connecter, un tel n'a pas d'espace pour pouvoir travailler. Là, je parle des éléments de télétravail, mais il y a d'autres aspects. Là, je trouve que la société du care est peut-être la face lumineuse de la guerre de l'attention vers laquelle on devrait tous aller. Guerre des talents, guerre de l'attention. N'oublions pas la troisième guerre, et celle-là, on essaye de temps en temps de la passer, de la mettre sous le tapis. Moi, je crois au contraire, il faut l'affronter, il faut la mettre en exergue avec courage. C'est un mot qu'on utilisera juste après, même avec audace.
La fonction RH a une image dégradée. Il n'y a pas une enquête, en tout cas, j'en ai pas trouvé, une étude qui démontre une tendance à l'amélioration de la fonction RH. Oui, il y a eu beaucoup d'articles pendant la crise sur c'est une fonction stratégique, etc., mais pas une enquête, pas une étude qui met en exergue des aspects positifs de la fonction RH. Évidemment, elle en a plein, hein. Mais ça n'empêche, il y a un moment où il y avait une étude d'OpinionWay, alors qui date un peu, mais qui posait la question à 1000 collaborateurs de diverses entreprises, quelle est pour vous la principale mission de la fonction RH? La première des réponses, elle est terrible, la première des réponses, c'est ne sait pas, pour 29%. Et puis après vient traditionnellement le recrutement, et puis après, 5, 3, 4, 5%, tout le reste de la fonction RH. Le recrutement, c'est 8% de l'effectif de la fonction RH concerne le recrutement, 92%, c'est autre chose. Et évidemment, ce n'est pas que le licenciement. L'image de la fonction RH se dégrade, elle porte tous les maux de la société, notamment les problématiques d'emploi. Moi, je crois que la fonction RH doit beaucoup plus prendre part à ce débat et défendre ce qu'elle fait, quelles sont ses contraintes et quelles sont ses missions. En fait, si on n'est pas bien aligné sur ses missions, c'est sûr qu'on a du mal à le défendre. Rapidement, vous avez ici, dans la sphère médiatique et artistique, des choses qui sont pour moi pas acceptables. On doit pouvoir réagir. Alors vous avez le film Corporate, vous avez Anaïs qui dit, la chanteuse Anaïs qui dit D comme déconnecté, R comme brasser de l'air, H comme H de guerre, DRH. Ça c'est son refrain. Le truc qui m'a fait le plus réagir, c'est Yannick Jadot qui quand même postule à la plus haute fonction de l'État, qui a évoqué sur France Inter, on a eu une gestion pathétique de DRH qui est de dire le seul compte que je regarde, c'est le compte de l'entreprise, compte de résultats. Je n'ai pas vu beaucoup de professionnels RH réagir. Il n'y a pas de défense en fait corporatiste de la fonction. Il utilise le terme de DRH comme insulte. En fait, il utilise le terme de DRH parce que, alors déjà, mal à propos, puisqu'il parle du compte de résultats, mais s'il avait dit expert comptable, là, il y aurait eu les foudres de l'ordre et d'un certain nombre de professions, de syndicats, d'associations représentant la fonction. On ne peut pas laisser indéfiniment la fonction RH porter tous les maux de la société sans faire œuvre de pédagogie pour reconquérir cette image-là. Pas parce qu'il fait bon d'être beau dans la lumière, c'est pas ça ce dont je parle. Ce dont je parle, c'est que les enjeux d'image ne nous permettent pas d'atteindre les missions ou nuisent à l'atteinte de la mission de la fonction RH. C'est pour ça qu'il faut pouvoir reconquérir ce chantier important d'image. Voilà les trois guerres auxquelles, à mon avis, sont confrontées, on va dire l'entreprise, mais plus spécifiquement la fonction RH. N'hésitez pas à réagir. Alors, Mathias pose la question, comment peut-on attirer différemment, justement, sans focaliser sur les aspects techniques? Peut-on être clivant, original? Alors, juste, la marque employeur, c'est séduire, mais aussi choisir. Il ne s'agit pas de se la raconter dans la marque employeur, il s'agit de se raconter tel qu'on est, avec authenticité. Hein, vous n'avez pas vocation à ouvrir les bras le plus large possible pour embrasser tout le monde. Vous avez en tant qu'entreprise un certain nombre de valeurs, de principes, de pratiques. Vous pouvez chercher des gens curieux ou des gens très rigoureux. Je ne les oppose pas, c'est juste pas la même chose. Et donc je pense qu'il est important de savoir ce qu'on a à promettre, ce qu'on a à proposer en termes de parcours, et en même temps, il est hyper important de savoir à quelle cible on s'adresse, quelle cible RH. En fait, les candidats, ils veulent quoi? C'est quoi leur frustration? C'est quoi leurs attentes? C'est quoi leurs besoins? C'est quoi leurs irritants? Mais c'est quoi ce qu'ils lisent tous les jours? C'est quoi les insights? Là, je vais utiliser le terme marketing. C'est quoi les insights de votre marché cible? Je vous fais un peu violence en utilisant des termes marketing, mais je pense que si on ne connaît pas bien sa cible et ses attentes, il est sûr qu'on ne puisse pas y répondre. Et si vous avez des attentes qui sont d'avoir une bonne ambiance et que vous êtes dans l'incapacité de la proposer, bah, soit vous n'allez pas réussir à recruter, soit vous allez augmenter le turnover. Je parle de bonne ambiance, ça peut être vraiment le fait d'avoir du sens, le fait d'avoir une utilité, le fait d'avoir un parcours professionnel. Il y a énormément de raisons de rejoindre. Le fait d'avoir des responsabilités, d'avoir l'intérêt de l'activité, d'avoir de la reconnaissance, d'avoir de la rémunération. Il y a bien évidemment plusieurs facteurs d'attractivité, plusieurs facteurs de matching en fait entre des attentes d'un marché, celui des candidats,
Là, je parle que de candidats, mais c'est exactement la même chose pour celui des collaborateurs, hein. Et ce que vous avez à proposer. Comment faire quand à sa direction et elle-même accorde peu d'importance à la fonction RH? Merci Myriam pour ce commentaire. Je vais y répondre juste après. N'hésitez pas à me relancer si je n'y réponds pas ou si je n'y réponds pas dans l'angle que vous avez posé. Selon, voilà. Si ça ne vous correspond pas ou si vous n'êtes pas d'accord, n'hésitez pas non plus. Je vais un petit peu vite dans les réponses pour pouvoir avancer dans le propos et puis on pourra poursuivre l'échange un petit peu après. On est juste au premier tiers et à la moitié du webinaire, donc au premier tiers de la présentation. Je vais aller un petit peu plus vite sur la partie positionnement. Quel positionnement pour la fonction RH dans ce contexte-là? L'air de rien. Alors, j'ai repris une matrice que j'ai adaptée, qui est celle de Dave Ulrich. Elle ne date pas de 2020, ni même de 2010, ni même de 2000. Elle date de 1997, donc ça ne nous rajeunit pas. C'est donc Dave Ulrich, un chercheur américain en ressources humaines, qui a notamment démocratisé le terme de RH Business Partner, de HR Business Partner. Donc, si vous voulez faire moderne en utilisant dans votre titre HR Business Partner, je vous invite à en changer parce que ça a presque un quart de siècle. Donc, j'ai repris cette matrice et voilà, je positionne la matrice sur deux axes. Un axe court terme et un axe sur la temporalité et un axe sur le focus sur les personnes ou sur les processus. C'est évidemment là aussi réducteur. Il y a autant de missions et d'organisations RH quasiment qu'il y a d'entreprises. Donc c'est une approche méthodologique. Le marketing, c'est un peu mettre des gens dans des boîtes avec tous les travers que ça peut représenter, mais ça permet d'avoir une méthode et une démarche qui permet d'orienter l'action, qu'on verra juste après. Alors la question, je ne sais pas si vous voyez ma souris, si elle se déplace sur l'écran, si, il me semble. Ah non, on me fait en signe que non. Bon, alors je ne vais pas jouer avec la souris. Donc en bas à gauche, vous avez Legal Partner, par exemple. Est-ce que la fonction RH, elle est Legal Partner, Legal Partner, il faudrait dire. Est-ce que c'est le R du risque qu'on cherche à minimiser, à réduire, du risque social? C'est un peu l'origine de la fonction RH, de faire en sorte d'être le gardien du temple, des règles, des valeurs. C'est très important que les règles soient appliquées strictement. En fait, on est là dans la fonction RH experte, la fonction RH technicienne. Deuxième mission possible, la fonction RH, si je continue sur la droite, être stratégique partenaire. Là, il s'agit de prévoir en quantité et en qualité la ressource dont l'entreprise a besoin au regard des orientations de développement qu'elle a, de ses perspectives de croissance. On est dans une forme de GPEC, c'est la fonction RH qui appartient au CODIR. Stratégique partenaire, une fonction RH stratégique. Troisième, si je remonte un peu, troisième mission possible en haut à droite, la fonction business partner. Alors, que là, je qualifie de business player parce que la notion d'être partenaire du business, moi, ne me convient pas. Je pense que la fonction RH, elle est dans le business. Elle est plus que contributive. C'est un élément indispensable, crucial, vital à l'entreprise pour pouvoir faire le business. Donc, voilà, vous avez compris que je n'étais pas un chantre de l'appellation business partner. On est là pour favoriser, dans cet espace-là, favoriser les richesses de l'entreprise. En fait, la fonction RH est une fonction transitive par nature. Les vrais managers RH, quand je dis les vrais, ceux de fait, en fait, sont les managers sur le terrain, les managers de première ligne, enfin de première et de seconde ligne. C'est eux qui forment, c'est eux qui accueillent, c'est eux qui intègrent, c'est eux qui insèrent, c'est eux qui rémunèrent, c'est eux qui sanctionnent, c'est eux qui communiquent, c'est eux qui mettent en perspective. Il y a beaucoup de travail à faire sur ce chantier-là et la fonction RH est là pour les accompagner dans cette technicité RH. Donc, on est là sur du talent management, du recrutement, évidemment, de l'onboarding, de l'offboarding et de l'expérience collaborateur. Donc, on est là sur une fonction plus opérationnelle. Fonction technicienne, en bas à gauche, fonction stratégique, fonction opérationnelle. Et puis, on a une fonction relationnelle qui est celle d'écouter activement, sincèrement, de façon informelle, mais aussi de façon formelle, les collaborateurs pour faire en sorte, tout simplement, qu'ils soient bien. Ce que j'évoquais tout à l'heure en termes d'absentéisme, 20 jours d'absence ou 21 jours d'absence en moyenne par an par salarié, ça a un impact économique indiscutable, on l'a évoqué,
Ça a un impact opérationnel, l'efficacité opérationnelle. Comment vous voulez manager une entreprise quand vous ne réussissez pas à avoir les candidats, quand vous avez un turnover qui augmente d'année en année et quand vous avez des arrêts courts et longs qui augmentent. Ça devient impossible. Donc, il y a un impact efficacité opérationnelle, mais le plus important, c'est l'impact social. Est-ce qu'on peut se contenter d'être une machine à broyer, quoi? À partir de quand, à partir de combien de mois d'absence en moyenne par an salarié, on va se saisir de ce sujet? À partir de quand le turnover aura 40%, on va pouvoir mettre en place des actions sur le sujet. Je ne dis pas qu'il n'y a pas d'actions qui sont mises en place sur le sujet. Je pense qu'on est en train d'optimiser un peu de façon microscopique les actions. Il est probablement nécessaire de doubler, de tripler, voire de quadrupler le budget de la fonction RH. Le budget de la fonction RH, c'est 1 500 € par an par salarié. Le coût que j'évoquais juste de la guerre des talents, c'est 10 fois plus. Donc, si on diminuait le coût, grâce à des actions de la fonction RH, de 10%, juste ce que j'évoquais tout à l'heure, on pourrait doubler l'ensemble des moyens accordés à la fonction RH. Effectifs, outils, process, cabinet de conseil, etc. On en est là, en fait. Pourquoi on en est là? Parce que l'entreprise ne fera pas son business, elle ne sera pas pérenne, elle ne pourra pas se développer si elle n'a pas les femmes et les hommes qui constituent son moteur essentiel de compétitivité, qui constituent le cœur de l'entreprise dans une tertiarisation de l'économie, dans une économie digitalisée. Pardon de cette petite parenthèse. Et donc, il y a une mission qui est celle d'être Human Partner. Human Partner, business Player, je vais y arriver. Legal Partner, Strategic Partner. Moi, je vous invite à vous poser la question, là, de dire où vous êtes aujourd'hui, avec un devoir d'introspection, en disant, mais pour de vrai, où je me positionne. Alors, encore une fois, vous pourriez rajouter un cadre au-dessus qui serait la responsabilité, par exemple, notamment dans une dynamique de RSE. On pourrait rajouter plein d'autres cadres. Donc, mais où vous positionnez-vous aujourd'hui et où souhaiteriez-vous vous positionner? Est-ce que vous êtes plutôt légal partner, plutôt stratégique partner? Je vous invite à vous poser la question et à essayer d'y réfléchir vous pour vous-même ou aussi votre équipe. Ce qui est intéressant, c'est de regarder les écarts de perception. En fait, les DRH rêvent d'être plutôt, d'avoir plus de temps pour travailler sur les sujets qui, évidemment, intéressent les salariés, la qualité de vie au travail, la formation, la gestion des carrières. Ça, c'est une étude des éditions Tissot. Mais 73%, presque 3/4, déclarent passer au moins la moitié de leur temps à des tâches administratives. Vous avez une étude Segos qui est encore plus élogieuse, malheureusement, sur le sujet, qui pose la question en DRH, quelles sont vos missions principales? Écouter les managers, accompagner les collaborateurs, et la dernière, c'est les tâches administratives. Quelle est la mission qui vous demande le plus de temps? Loin devant, la tâche administrative. Les dernières, écouter les managers, accompagner les salariés. Quand on pose la question au manager, qu'est-ce que vous attendez de la fonction RH? D'être accompagné, d'être écouté. Quelle est la dernière des missions attendues? Les tâches administratives, pareil sur les salariés. En fait, tout le monde s'accorde à dire que sur ce qu'on attend de la fonction RH et ce sur quoi elle est positionnée. En fait, la fonction RH est à 75%, là encore une fois, c'est schématique, mais est majoritairement sur le risque. Elle est un legal partner. Elle se voit en revanche en stratégique partner. À mon sens, on n'attend ni sur l'un ni sur l'autre. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas faire des choses conformes, bien au contraire, et qu'il ne faut pas être dans la prévision et dans l'accompagnement stratégique, évidemment. Mais on l'attend surtout sur la partie business player et sur la partie human partner. Ce n'est pas forcément là où elle a des équipes, des moyens concentrés sur le sujet. Et l'approche de business player est souvent une approche de legal partner, d'être un peu le poil à gratter, si je reste poli, des managers, le régulateur a posteriori des processus de l'entreprise. Alors, vous allez me dire, c'est bien gentil, Thomas, mais ce n'est pas très rayonnant et moderne. Moi, je dis juste que ce sont là des éléments de contexte. Il y a différentes missions que vous pouvez jouer. À vous de définir quelle est la mission, quelle est la bonne mission pour vous. Après, moi, ma conviction, c'est que la fonction RH doit majoritairement se positionner dans le R de la relation. D'ailleurs, ce R-là, c'est le R pivot entre le D de la direction. Si on prend l'acronyme DRH, le R pivot entre le D et le H, entre les D de la direction qui donne le D de la direction qui donne le sens à l'action,
et le H de l'humanité, d'une certaine manière, de l'humain, qui devrait être notre finalité. Et c'est bien le R de la relation, en fait, la fonction RH, c'est celle qui est une tisseuse de liens, qui crée du lien et qui embrasse la société du care en considérant nos interrelations comme étant le moteur de compétitivité, comme étant l'élément majeur de performance. On s'en est bien rendu compte pendant la crise en disant il y a des entreprises, ça ne marchait pas. Je parle des entreprises en télétravail, ça ne marchait pas, bon, parce qu'on était surtout dans un management command and control et pas dans un management de l'autonomie, de la responsabilité et de la confiance. Et surtout, les interactions, à partir du moment où elles n'étaient pas processées, ça ne marchait pas, il n'y avait pas de dynamique d'envie là-dessus. C'est le R de la relation qui compte et ça représente un changement de posture très important. Alors, comment est-ce qu'on fait? Mathias, je n'oublie pas votre question, Myriam non plus. Je vais rapidement passer sur ces 3 pistes d'action, enfin plus ou moins rapidement en fonction de nos échanges pour pouvoir répondre et pouvoir échanger avec vous. Je vois 3 pistes d'action. Encore une fois, ça dépend de votre diagnostic personnel juste avant. Et ce que je souhaite évidemment, c'est que l'entreprise et la fonction RH soient modernes, se reconnectent, au sens premier d'ailleurs comme au sens digital du terme, se reconnectent avec les parties prenantes, se reconnectent avec la société, se reconnectent avec les collaborateurs et se reconnectent avec les candidats. Et avec les partenaires sociaux et avec les acteurs de l'emploi. La liste pourrait être un petit peu plus longue. La première piste d'action, pour moi, c'est la concentration. La concentration, c'est donc de se poser la question, de dire, mais quelle est ma mission à plus forte valeur ajoutée? Moi, je ne crois pas qu'on choisisse la fonction RH par hasard, par opportunité. C'est un peu une vocation. Et donc, je crois que ça répond à une finalité. Quelle est la mission qu'on joue actuellement et quelle est la mission qu'il conviendrait de jouer? Et il faut... Au regard de cette réponse, il faut se focaliser, se concentrer sur les missions à forte valeur ajoutée. La paye, c'est très important. Il y a plus de 20 ans, j'étais gestionnaire paye, donc c'est une activité dont j'ai une profonde affection, mais je pense que ce n'est pas contributeur à la valeur ajoutée de l'entreprise. C'est important d'avoir des payes justes. Quand une fonction RH fait des payes justes ou fait un plan de formation juste, au sens juridico-technico-légal, c'est normal. On ne va pas ouvrir la porte de son bureau pour la féliciter. Une paye juste, c'est normal. Et une paye rendue en avance à un collaborateur ou jolie, ça n'améliore pas la motivation des collaborateurs ou des managers. Ça ne crée pas une dynamique particulière d'engagement. En revanche, si c'est mal fait, là, c'est générateur de moins-value. Donc, sur des tâches qui sont des tâches un peu historiques, régaliennes de la fonction RH, on n'a que des coûts à prendre. Pour une contribution au business, nul. Nul. Une paye n'améliore pas le compte de résultat, ça n'améliore pas le chiffre d'affaires. Ça peut lui nuire si c'est mal fait. Pareil pour l'ensemble des autres missions technico-juridico-comptables. J'invite la fonction RH à déléguer à des missions, à des fonctions dont c'est le métier. En fait, pourquoi on fait des déclarations administratives et financières? Il y a une fonction dont elle porte bien son nom, la direction administrative et financière, la DAF. Pourquoi on ne pourrait pas lui confier toutes ces tâches liées à ces aspects-là? Pareil, vous avez, alors dans certaines entreprises, là encore une fois, c'est variable. Faire une rupture conventionnelle, vous avez 2 manières de le faire. Hein. Vous remplissez le SFERPA, les documents, et puis vous êtes dans une dynamique d'échange avec le collaborateur. Pourquoi sur toute la partie juridique, ça ne serait pas confié à la direction juridique? Pour se concentrer sur ce qui a de la valeur ajoutée, c'est-à-dire le R de la relation. Établir un contrat de travail n'a pas de valeur ajoutée. En revanche, en faire la pédagogie, oui. Mais moi, j'invite à ce qu'on délègue toutes les missions qui n'ont pas de valeur ajoutée au regard de la mission majeure, ou de toutes les activités au regard de la mission qu'on s'octroie. Et je dis bien de la mission qu'on s'octroie. Vous avez aussi de nombreux prestataires externes qui peuvent gérer la paie, gérer la formation au sens administratif du terme. Hein. Il ne s'agit pas de déléguer la partie stratégique à valeur ajoutée, ne s'externalise pas. La décision non plus ne s'externalise pas. Donc j'invite à la concentration interne ou externe pour une plus grande efficacité, et c'est que ça qui permettra de dégager de la bande passante, de l'énergie, des moyens, pour le deuxième point, qui est de se concentrer sur des missions à plus forte valeur ajoutée. Alors, cette deuxième axe, ça s'appelle la perception. La fonction RH est très peu dans l'appréhension objective de la perception.
À partir du moment où on est dans la perception, on pense que c'est subjectif et que ce n'est pas une réalité. Mais ce que pensent les collaborateurs, c'est tout à fait une réalité pour eux. Alors, je vous l'ai illustré par cette photo du prince, c'est pas du prince Charles, c'est du prince William, pardon, où on a l'impression qu'il fait un doigt d'honneur au journaliste, mais en fait, il fait un geste qui est totalement opposé, qui est OK, tout va bien. Ce qui sort de la fonction RH en termes de service, on pourrait très bien, vous, avoir le sentiment que c'est OK, et en revanche, le collaborateur avoir le sentiment que c'est pas OK, que c'est plutôt chaos. On va quasiment jamais mesurer la perception des collaborateurs. Quand j'évoque ça, souvent, on me répond bah, si, on fait une enquête de climat social annuel. Donc, ce n'est pas une enquête de perception, c'est que annuel. Et souvent, on m'évoque aussi l'évaluation de la formation, qui est une obligation légale, à chaud, où il s'agit en fait de mesurer l'éventuelle insatisfaction qui a eu lieu. En fait, les questions qui sont posées, c'est est-ce que vous avez bien déjeuné? Est-ce que la salle était agréable? La logistique de la formation était bien? Et le professeur, l'animateur, le formateur sympathique? Je suis évidemment cynique quand je dis ça. Je crois qu'on est très très loin de mesurer de la perception. Est-ce que là, je vous ai mis une autre photo sur la droite, est-ce que le collaborateur, quand vous produisez un dessin, est-ce qu'il voit un lièvre, un canard ou autre chose, un nuage? Si on ne mesure pas la perception, on est dans l'incapacité de pouvoir se corriger et d'améliorer. Que pensent vos clients internes des services que vous leur rendez? Souvent, quand j'évoque ça, on se dit bah ouais, mais c'est pas eux qui vont nous dicter. Mais si, ils vont pas dicter, ils vont orienter. C'est pas parce que tous les salariés demandent 10% d'augmentation qu'on va leur fournir, bien évidemment. En cela, la fonction RH, elle est parfaitement proche du marketing. C'est la fonction la plus marketing qui soit. Il s'agit d'écouter des clients, ici, alors des collaborateurs, des candidats, des managers. N'oublions pas que le manager doit être l'allié pour qu'il y ait un bon rouage entre les pratiques managériales et les pratiques RH. D'écouter ces collaborateurs, d'écouter leurs frustrations, d'écouter leurs besoins, leurs envies, leurs attentes, pour mieux y répondre en termes de service dans le cadre d'un business model qui est celui de l'entreprise. Il ne s'agit pas, il y a un cadre qui est contraignant, juridique d'abord, il faut évidemment que le doigt soit respecté, économique, on ne peut pas tout faire. Il y a aussi un cadre qui est plutôt aspirationnel, le projet d'entreprise, c'est là où nous allons tous ensemble. Donc ça me semble plutôt intéressant. Aujourd'hui, 43% des entreprises ont initié une démarche d'expérience collaborateur. Ça veut dire que 57%, quand je dis aujourd'hui, c'est selon le baromètre national de l'expérience collaborateur vu par la fonction RH, qu'on mène chaque année auprès de plusieurs milliers de professionnels RH, où on mesure l'évolution de cette pratique. En gros, la majorité des RH pensent que c'est très important, que c'est stratégique, l'expérience collaborateur, mais en y croyant non pratiquant, la majorité n'ont pas initié une quelconque démarche sur le sujet. En 2021. Là, on a une vraie piste d'action. Notre principal client, ce n'est pas le code du travail, même si c'est important de faire conforme, ce sont les collaborateurs et les candidats. Si je ne sais pas ce qu'attend, pas forcément la nouvelle génération, mais la cible à laquelle on s'adresse en termes de candidats, il est sûr qu'on n'y réponde pas. Et on n'a pas l'intuition spontanée. On n'est pas, si vous me demandez ce que pense un jeune aujourd'hui, j'en sais, moi, rien du tout. Deuxième piste d'action, donc la perception. Après la concentration qui donne des moyens, la perception. La perception, ça veut être en fait se positionner sur des missions, sur des activités qui me semblent concourir à la performance des organisations d'aujourd'hui. Je vais vous en citer 4-5 très rapidement. L'expérience collaborateur, la marque employeur, la QVT, la RSE et la transformation digitale. Voilà 5 missions sur lesquelles il y a souvent très peu de budget octroyé et très peu de moyens mis en œuvre objectivement. Dernière piste d'action, l'audace. L'audace est plutôt une posture. Une fois qu'on a dégagé les moyens et qu'on a précisé ce vers quoi on allait, on doit en fait, pour aller chercher ces moyens, et je crois qu'il y avait une question justement de la part de Myriam qui disait comment faire quand sa direction elle-même accorde peu d'importance à la fonction RH. Alors n'oublions pas le D, je vais répondre à Myriam en fait, n'oublions pas le D de DRH. Ou alors, si le DRH n'est pas au CODIR, eh ben, effectivement, ça pose un problème. Ça pose un problème. Et
et l'entreprise risque d'avoir du mal à réussir, qu'elle soit dans le tertiaire ou dans l'industrie, en fait, parce que je parlais de tertiarisation. L'industrie elle-même se tertiarise. Hein. On est avec des ingénieurs, de l'innovation, des prises d'initiative. C'est ça qui est important. Il faut faire preuve non pas de courage, ou pas uniquement de courage, mais aussi d'audace. La fonction RH est extrêmement courageuse. Je fais 25 ans que j'accompagne la fonction RH, je l'ai toujours remarqué, je l'ai toujours noté, et c'est toujours remarquable, et la crise, elle est parfaitement représentative de ça, symbolique de ça. Les DRH, les professionnels RH étaient là, peut-être pas en première ligne, mais en tout cas, ils étaient sur le pont, avec beaucoup d'engagement, beaucoup d'humilité, beaucoup d'abnégation, et même encore aujourd'hui, évidemment, pour essayer de répondre au mieux aux circonstances. Quand les circonstances l'imposent, la fonction RH est toujours là. Quand il y a un choc sanitaire, économique, social, organisationnel, juridique ou technologique, la fonction RH est toujours là. Bien sûr que c'est ce qu'on attendait en période sanitaire. Mais les problèmes que j'ai évoqués, les enjeux que j'ai évoqués, les éléments de contexte ne sont pas liés à la crise. Ils existaient bien avant, ils existeront encore de façon exacerbée bien après. Les problématiques de guerre de l'attention, de guerre des talents et de guerre de l'image. La fonction RH, elle ne doit pas faire preuve de courage, d'attendre qu'on la sollicite comme un pompier pour éteindre le feu. Elle doit faire preuve d'audace. Ça n'a rien à voir. L'audace, c'est se choisir un risque, j'allais dire un projet, mais allons jusqu'au bout, c'est se choisir un risque au regard de sa mission. C'est-à-dire, je prends un projet, je l'identifie, la transformation digitale par exemple. Je pars du principe que la transformation digitale change notre modèle communicationnel, notre modèle managérial, notre modèle de collaboration avec les salariés. Donc, ça concerne la dimension humaine des organisations. Donc, c'est la fonction RH de porter le sujet là. Si on pense que la transformation digitale est une affaire de techniciens, à mon avis, on n'a rien compris. C'est une affaire culturelle et de métier. Donc, c'est à la fonction RH de le porter. Et donc, c'est à la fonction RH d'aller chercher le budget, d'aller chercher les moyens en CODIR. La fonction RH est souvent assise sur un strapontin en CODIR. Elle est la dernière à parler et souvent tous les autres parlent de ses projets. Moi, je pense qu'il faut totalement inverser le rapport de force. Il ne faut pas attendre le pouvoir, il faut aller le chercher. Donc, Myriam, il faut faire preuve d'audace. C'est la fonction RH qui pilote le projet, le budget le plus important, sans engagement des collaborateurs, sans fidélisation des collaborateurs, sans envie des collaborateurs, sans envie des candidats. Il n'y a pas de pénurie de talents. Les talents, ils existent sur le marché. Il y a une pénurie de talents, d'envie. Alors oui, il y a aussi une pénurie de compétences. Il y a certaines compétences qu'on recherche qui n'existent pas. Donc ça, c'est le développement des compétences et la formation. C'est bien à la fonction RH de le faire. Donc l'audace est un changement de posture que je sais très compliqué pour les professionnels RH. On leur a demandé d'être averse au risque. L'audace, c'est de dégager de l'appétence pour le risque. C'est de dégager du profit, d'en tirer parti. C'est d'accepter l'erreur ou l'échec comme une étape de la réussite. Or que je vous invite à essayer de faire faux un bulletin de paye pour être dans l'innovation, ça ne va pas être très constructif. Donc évidemment que si on n'est que sur des missions régaliennes, technico-juridico-comptables, on ne va pas pouvoir faire preuve d'audace. D'où aussi la nécessité de basculer sur des missions plus fortes, plus importantes pour l'entreprise d'aujourd'hui. On ne peut pas gagner la guerre des talents avec les armes du passé. C'est à la fonction RH de raisonner avec son temps, d'être dans la modernité et donc d'être positionné sur des fonctions, sur des activités à plus forte résonance, à raison cartésienne cette fois, à plus forte résonance business. Encore une fois, marque employeur, expérience collaborateur, transformation de l'organisation et notamment transformation digitale, accompagnement des managers comme étant des véritables coachs des managers, RSE en fonction du secteur et de la taille, tout ça serait à relativiser en fonction de la taille d'entreprise. Quand on est une menuiserie à Guéret dans la Creuse, c'est pas la même chose que quand on est pêcheur à Saint-Malo, et c'est pas la même chose que quand on est une ESN à la Défense, évidemment. Il faudrait faire preuve de nuance. Je fonce un peu tête baissée au regard du temps qu'il nous reste. Je voudrais juste, et après je reprendrai les questions, vous dire que je suis évidemment dans la posture du consultant. Moi, je ne suis pas aux responsabilités comme vous. Je conçois que ça soit difficile. J'espère être dans mon rôle et je ne dirigerai pas Parlons RH depuis 10 ans et ça ferait 25 ans, comme je le disais, que j'accompagne la fonction RH.
si je n'aimais pas les professionnels des ressources humaines. Donc, j'espère que qui aime bien châtie bien. Et donc, je critique fortement la fonction RH parce que j'ai beaucoup d'attentes, beaucoup d'espoir, beaucoup d'envie sur le fait qu'elle réussisse au XXIe siècle. Et je pense qu'on est vraiment là, à un carrefour de son histoire. Il y a beaucoup de contraintes, mais on peut en tirer une opportunité qui est celle de faire rayonner un petit peu plus l'humain dans l'organisation. Il y a une formule de mon ami Patrick Bouvard, rédacteur en chef de RH Info, que j'aime bien. Il dit la chose suivante: il ne s'agit pas uniquement de remettre l'homme, la femme et l'homme, au cœur de l'entreprise, mais de remettre l'entreprise au cœur de l'homme. Je crois que véritablement la mission de la fonction RH, c'est celle-là, de redonner un sens à ce qu'on est en train de faire, un sens, c'est-à-dire une forme de désirabilité de la destination commune. Quel est le projet commun, l'opus que nous allons, l'opus au sens d'œuvre que nous faisons ensemble pour mieux raisonner, faire écho au monde et aux parties prenantes. Voilà, ce sera ma phrase de conclusion, mais maintenant je vais répondre aux différentes questions et puis voilà, n'hésitez pas à interagir dans la boîte dans l'espace des questions. Alors Myriam Adour pose la question suivante: comment faire quand sa direction elle-même accorde peu d'importance? J'ai essayé de répondre en faisant preuve d'audace, de courage et d'audace, continuer à faire preuve de courage et d'aller en codir en utilisant le langage, pas un langage RH, c'est un langage business. 14 310 € le coût de la guerre des talents. On peut continuer longtemps, elle va continuer à augmenter. Hein. Le turnover double en 20 ans. Il y a même des études qui montrent que le taux de rotation de la main-d'œuvre, qui a une nuance en France par rapport au taux de turnover, a fait x5 en 15 ans. Il y a un moment, il va falloir aller chercher, il faut éviter d'être dans la reconduction budgétaire, les différentes missions qu'on adresse, SIRH, paye, formation. Il va falloir que, à mon avis, on passe la seconde et la troisième. Aurélie pose la question suivante: avez-vous des exemples de l'expérience collaborateur, c'est-à-dire impliquer les salariés? Alors, on a beaucoup d'exemples, ce serait un autre sujet. On fait un baromètre sur le sujet où il y a pas mal d'exemples délivrés. Il y a des exemples d'entreprises, Decathlon, la Française des Jeux, Mazars, Nespresso, pour ne citer qu'elle, Kiloutou. Et puis il y a des exemples de pratiques RH. La plus connue est souvent l'onboarding. Moi, qui est de dire, tiens, mais parce qu'on a souvent qu'une première possibilité de faire une bonne première impression. Moi, je pense qu'il faut surtout travailler à la cohérence d'ensemble. Il ne faut pas travailler qu'à une activité RH. Il y a l'expérience du candidat. Et puis avant l'expérience du candidat, c'est une personne qui est candidat. Donc il y a l'expérience du pas encore candidat. Quelle est l'image qu'il a de vous? Commençons tout simplement par beaucoup de bon sens. J'ai parlé de sens, mais commençons par beaucoup de bon sens. Répondons déjà à tous les candidats qui postulent. Répondons en moins de 24 heures à un collaborateur qui pose une question. Essayons d'être dans une écoute active, formelle et informelle. Essayons de donner des espaces aux collaborateurs pour qu'ils puissent s'exprimer sur leur propre mal-être, leur éventuel burn-out. 2,5 millions de salariés en burn-out aujourd'hui. On est sur une entreprise sur deux qui connaît un arrêt de travail de long terme. Donc, il y a des vrais enjeux qui sont surtout beaucoup de bon sens. Mathias pose la question: un carrefour de son histoire avec des actions d'audace, une nouvelle ère peut-elle s'ouvrir en 2022, audacieuse, collaboratrice, une politique avec des idées neuves en proposant à l'entreprise, aux collaborateurs? Peut-on envisager que le collaborateur attende plus dans l'entreprise, beaucoup plus? Je pense que le monde change et que le collaborateur attend beaucoup plus de l'entreprise, mais il attend surtout différemment. C'est perçu comme étant du plus, mais en fait, si vous voulez, le fait qu'un collaborateur ait ce petit joujou entre les mains, il est normal, et même pour vous, en tant que professionnel RH, il est normal qu'on lui offre la même chose en tant que salarié. Il est normal qu'on puisse faire une visioconférence de façon extrêmement simple. C'est souvent, encore une fois, je pense qu'il ne s'agit pas d'être dans la disruption, il ne s'agit pas de réinventer le monde en 2022, on change tout et on refait tout. Je pense qu'il faut être dans une forme de progressivité. Ma grand-mère disait, l'escalier se balaye par le haut, se construit par le bas et se monte marche par marche. Et elle avait bien raison. Alors l'escalier se balaye par le haut, c'est la force de l'exemplarité, du CODIR et des professionnels RH. On ne fera rien si on n'est pas exemplaire. Je dis on, je permets de m'associer à vous.
j'essaye en tout cas d'être dans l'exemplarité. Ce n'est pas facile tous les jours, loin de là. Il faut accepter d'être humain et donc de faire des erreurs et de ne pas y arriver. Se construit par le bas, un escalier qui se construit par le haut, je vous invite à essayer, ça ne marche pas beaucoup. Se construit par le bas, c'est se construire avec les collaborateurs, avec les candidats. En fait, est-ce que vous avez mesuré ce que ressentaient les collaborateurs dans le processus de recrutement? Est-ce que vous les avez sollicités pour savoir quelles seraient les étapes, les bons délais, les bons formats, les bons supports? On a souvent il y a l'entretien vidéo, par exemple, est souvent quelque chose qui est qui constitue un irritant pour les candidats. Pourquoi? Parce qu'il n'y a même pas de réciprocité. On parle de symétrie des attentions dans l'expérience collaborateur. C'est-à-dire, ça serait bien que le professionnel RH, le professionnel du recrutement, présente la vidéo, le besoin de vidéo différée, d'entretien vidéo, en vidéo, qui se prête à l'exercice selon le même format que le candidat. Donc, se construit par le bas et se monte marche par marche. Voilà, il n'y a pas de disruption, il n'y a pas tout d'un coup l'aspect un peu binaire, on était nuls, on devient géniaux. Je ne crois pas à ça. Allons-y progressivement, mais sûrement, marche par marche, étape par étape. Avez-vous le coût que représente le turnover dans une entreprise? Non, Myriam, je n'ai pas ce coût-là. Il est par ailleurs extrêmement compliqué d'avoir des études sectorielles et par taille d'entreprise et par territoire. Ce sont les trois grands critères, en fait, me semble-t-il, sur le territoire français. En fait, le turnover est très variable, au même titre que l'absentéisme, en fonction de l'âge, du genre. Enfin, il y a beaucoup d'éléments qui rentrent en ligne de compte. Et je n'ai pas trouvé, mais je suis preneur si certains en vous, des études sur le turnover qui soient suffisamment fiables et solides. Et si vous en trouvez, vraiment, encore une fois, je suis preneur. Christelle pose la question suivante. Bonjour, serait-il possible de recevoir le replay? Car je vous prie de bien vouloir m'excuser, je suis arrivé en retard. Vous êtes toutes excusées, Christelle, et je vois que Ferrat, qui est le chef de projet webinar, a répondu. Oui, vous allez recevoir un lien pour le replay. Je regarde s'il n'y a pas d'autres questions. J'espère ne pas en avoir. Comment attirer différemment? On s'en fout. Mathias, je pense avoir répondu à la question, alors peut-être rapidement, mais comment peut-on attirer différemment, justement sans focaliser sur les aspects techniques? Peut-on être clivant et original? Oui, je pense qu'on se doit d'être tout simplement soi-même. Il ne s'agit pas d'embaucher tout le monde aveuglement. Maintenant, il faut s'assurer que ce qu'on a à proposer, ce qu'on a à raconter, ce qu'on a à promettre, d'une part est bien délivré, puis corresponde aux attentes en face. Si vous proposez, venez chez nous, on a un super parcours de formation, on fait des hard skills, des soft skills, de la formation sur le tas, de l'apprentissage, et que vous embauchez des bacs plus 5 qui sortent grosso modo de 22 ans de formation, il n'est pas certain qu'il ait envie de vous rejoindre pour ce critère-là d'attractivité. On arrive au terme de ce webinaire. Je regarde s'il n'y a pas une dernière question. N'hésitez pas. Voilà. Alors, désolé, je suis allé peut-être un peu vite. 1 heure, c'est peut-être aussi un peu long. Il y a beaucoup de choses à dire. Je crois qu'on est qu'au tout début du débat. N'hésitez pas à poursuivre l'échange. Merci Mathias pour vos félicitations, mais c'est grâce à vous et c'est grâce aux échanges que j'ai avec les professionnels RH et grâce à toute l'équipe Parlons RH. Merci à tous. N'hésitez pas à revenir vers nous. Continuons à rester dans l'échange. Ce n'est pas une conférence qui va changer le monde, pas du tout, mais c'est vous qui allez le changer en fait. Le passage à l'acte, ce n'est que les professionnels RH qui peuvent le faire. C'est une histoire individuelle et c'est une histoire de volonté, encore une fois de progressivité. Des petits ruisseaux naissent les grandes rivières. Donc je vous invite à entamer cette démarche de petits ruisseaux, pas dans un mois, mais demain. Voilà. Dès demain, une première action qui permet de faire en sorte qu'on ait une fonction RH moderne, rayonnante, pas en 2022, dès 2021. Je vous remercie beaucoup, je vous dis à très bientôt. Merci à tous.